Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 29 avril 2026. Et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima, content de te voir. Mais laissez-moi commencer par la question qui a été posée. Vous savez, il demandait à Pete Hegseth, les représentants, il lui demandait ce qu'il pense de la guerre et si les États-Unis sont en train de la gagner. Et voici ce que Pete Hegseth a répondu. Ah, et tu penses qu'on est en train de gagner? Sur le plan militaire, sur le champ de bataille, c'est un succès incroyable. Mais est-ce qu'on est en train de gagner la guerre? Absolument. D'accord. Donc vous considérez que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, c'est une victoire? Eh bien, je dirais que le blocus que nous maintenons, celui qui empêche toute entrée ou sortie des ports iraniens, fait toujours partie des options que nous pouvons utiliser. Alors, ils nous ont imposé un blocus, et ensuite on a bloqué leur blocus. C'est un peu comme dire « à toi maintenant », ou comme si le président Madison avait dit « Eh bien, les Britanniques viennent d'incendier Washington, mais ne vous inquiétez pas, on va le brûler aussi. » Tu sais ce qui est incroyable? Voici le rapport du Wall Street Journal, Matt. Trump ne veut ni reprendre les bombardements sur l'Iran, ni se retirer du conflit. Il va maintenir un blocus indéfini contre l'Iran. C'est la ligne politique actuelle, parce que Pete Hegseth avait parlé de ce blocus. Et selon toi, comment l'administration Trump essaie-t-elle de convaincre les Américains, ou même le reste du monde, qu'ils sont dans une bonne position en ce moment? Et ça, Nima, ce n'est pas différent des administrations précédentes. Je veux dire, Hegseth a peut-être l'air d'un personnage de dessin animé, un peu clownesque, mais est-ce qu'il est vraiment différent de tous ces secrétaires à la défense qui, pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan, venaient devant le Congrès pour affirmer que les États-Unis étaient en train de gagner en Irak, qu'ils gagnaient en Afghanistan? J'ai une liste de ce que les généraux disaient à l'époque, les uns après les autres, expliquant qu'ils faisaient des progrès, qu'on voyait la lumière au bout du tunnel, qu'ils étaient en train de gagner. Un général après l'autre, toujours le même discours. Donc Hegseth n'est pas différent de ses prédécesseurs. L'administration Trump, à mon avis, connaît la réalité. Du moins, ceux qui, malheureusement, ne conseillent pas directement le président Trump, eux, savent ce qu'il en est. Et on l'a bien vu avec les fuites qui ont eu lieu la semaine dernière, venant du Pentagone, vers, je dirais, les 3 médias grand public les plus fiables pour l'establishment de la sécurité nationale, le New York Times, CNN et NBC News. La première fuite, c'était vers le New York Times, qui révélait ce que contenaient les stocks iraniens de missiles et de drones, n'est-ce pas? Donc, bien au-dessus de ce qu'on racontait depuis des semaines, depuis presque 2 mois, à savoir que les États-Unis et Israël avaient détruit les flottes de missiles et de drones de l'Iran, ainsi que leur capacité à les fabriquer et à les lancer. Et cette fuite du Pentagone, publiée dans le New York Times cette semaine, vient complètement démolir cette version. Quelques jours plus tard, il y a eu une fuite vers CNN, révélant que les stocks d'armes américaines, offensives comme défensives, étaient concernés, et que les intercepteurs du système antimissile américain, les THAAD et les Patriot, étaient tombés à moins de 50%. Et ça, c'est quelque chose dont vos invités parlaient déjà avant même le début de la guerre, non? Les gens qui écoutent et qui regardent, ils le savent. Mais le fait que ce soit le Pentagone qui le dise à CNN, qu'on en soit là, avec moins de la moitié de nos THAAD et de nos Patriot 6 semaines après le début du conflit, eh bien, ça change tout. Alors, faites le calcul. Ça veut dire que les Iraniens peuvent simplement continuer ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont encore plein de missiles et de drones, et qu'ils peuvent continuer sans s'arrêter.
Reproduisez les 6 dernières semaines, mais ajoutez-en une 7e, et les Américains n'auront plus de missiles. Voilà. Bon, c'est un peu simpliste, un peu facile à dire, je le reconnais. Mais l'idée est là. Les stocks d'avions américains sont faibles, tout comme leurs armes offensives, surtout les munitions à longue portée, comme les JASSM. Ce qui veut dire que les Américains ne peuvent pas simplement tirer des missiles à des centaines de kilomètres. Ils doivent envoyer des avions dans le ciel iranien. Et ça, beaucoup d'entre nous le répètent depuis le début de cette guerre. Les Américains n'ont pas la suprématie aérienne. Elle est seulement locale. Et ils n'ont certainement pas la domination aérienne. Ça, c'est sûr. Mais des frappes aériennes américaines avec des avions pilotés au-dessus de l'Iran, ça ressemble plutôt à des B-2 larguant des bombes à haute altitude, ou alors j'imagine à de très gros ensembles de frappes aériennes avec d'importants éléments de ce qu'on appelle la CAD, c'est-à-dire la suppression des défenses aériennes ennemies. Donc si vous avez, disons, 6 ou 8 avions de chasse qui font le bombardement, il peut y avoir une vingtaine, voire une trentaine d'autres appareils en soutien, rien que pour protéger ces 6 ou 8 avions, ou même 4, 6 ou 8, afin que les Iraniens ne puissent pas les abattre. C'est ça, la réalité. Et on a vu, il y a quelques semaines, ce qui se passe quand les Américains envoient des avions volant à basse altitude en Iran. Ils se font abattre, ils se font cribler de balles et ils finissent en carcasses brûlées sur le sol des déserts iraniens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que CNN diffuse. Et encore une fois, c'est seulement quelques jours après la fuite du Pentagone au New York Times. Et la troisième, on l'a vu ce week-end, c'était la fuite vers NBC News avec cette longue description des dégâts causés par les Iraniens sur les bases américaines dans tout le Golfe Persique. N'est-ce pas? Et on sait tous que ces bases ont été évacuées. Les gens qui regardent cette émission savent bien à quel point ces bases ont été endommagées. Mais que NBC News en parle de cette façon, en regroupant toutes les informations, en les totalisant, en les résumant comme ça, c'est vraiment frappant. Alors, quand on regarde ça, on se dit « Waouh, le Pentagone vient de faire fuiter des infos sur le nombre de missiles et de drones qu'il reste aux Iraniens, sur le peu de missiles qui nous restent à nous, et sur les dégâts que les Iraniens ont infligés à nos bases en une semaine. » En gros, c'est aussi le Pentagone qui essaie de se couvrir, parce qu'on voit de plus en plus ce genre de choses sortir de Washington en ce moment. Cette façon de façonner le récit, de chercher qui va porter le blâme. On voit des institutions, mais aussi des individus, commencer à dire « Moi, je n'étais pas d'accord avec ça, j'ai toujours dit qu'on n'aurait pas dû le faire. » Voilà. On va commencer à voir ce genre d'histoire apparaître. Mais à mon avis, ce qu'on a vu avec ces fuites vers le Times, CNN et NBC News, c'était un effort très délibéré du Pentagone pour saper tout soutien public. Et ça inclut le soutien du Congrès et des médias à la poursuite de cette guerre. Donc à mon avis, ce qu'on voit, c'est l'administration Trump qui essaye de sauver la face, qui cherche un modus vivendi, une façon de continuer tout ça. D'ailleurs, j'en ai parlé sur ma page Substack la semaine dernière. Je pense qu'il y a, dans ce cessez-le-feu sans limite, dans ce conflit gelé, une opportunité pour les 3 principaux belligérants, mais surtout pour l'Iran et les États-Unis, de s'en aller maintenant en disant qu'ils ont gagné quelque chose, qu'ils en ont tiré assez de cette guerre pour pouvoir présenter à leurs électorats, à leurs opinions publiques, un récit selon lequel ils s'en sont bien sortis. Et dans le récit de Trump, ce serait même qu'ils ont gagné la guerre. Je pense qu'on peut dire que pour les Israéliens, leur conquête du Liban devrait leur suffire. Mais avec la pression politique que subit Netanyahou en ce moment, je ne suis pas sûr qu'ils puissent gérer ça. En revanche, pour les Américains et pour les Iraniens, cette idée d'un cessez-le-feu indéfini comme une sorte de modus vivendi
une manière d'avancer, un conflit gelé avec lequel ils peuvent vivre, je pense que c'est quelque chose de plausible. Enfin, on parle quand même de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Je ne miserai pas $1 entier là-dessus, mais disons 70 centimes, que c'est ce qu'on va voir. En gros, une continuation du cessez-le-feu. C'est ce que j'ai déjà dit auparavant. L'idée, du côté américain, c'est d'en arriver à une situation où on traiterait l'Iran un peu comme on a traité l'Irak dans les années 90. Je ne pense pas que ça se passera exactement comme ça, mais c'est clairement dans cette direction que la réflexion américaine semble aller. Matt, le dernier rapport, comme tu l'as dit, venait de CBS News. Et ils ont rapporté que, comme tu l'as précisé, pas ABC News, mais bien CBS News, ils ont parlé de ce rapport sur la destruction. Je ne sais pas si ABC News en a aussi parlé. Peut-être que tu l'as lu. Je croyais que c'était NBC, mais peut-être que c'était CBS, ou peu importe. En tout cas, c'était l'un des 3 grands réseaux américains. Je suis assez sûr que les gens ne l'ont pas lu. Parce que si on le prend comme venant d'un porte-parole fidèle de l'Empire américain, eh bien là, il y a vraiment un message qui passe. Oui. Oui, et parce que j'ai lu sur CBS News, dans le rapport qu'ils ont publié, que l'Iran, dans les premiers jours de cette guerre, avait utilisé des F-5 pour repérer et frapper les cibles. Vous voyez, c'est le moment où ils ont tout. Ils ont les radars, ils ont le système de défense aérienne. Oui, je pense que c'était peut-être le même jour où le système de défense aérienne au Koweït a touché les F-15. Il pouvait y avoir une sorte de chaos parce que si on revient à ce premier jour, quand ce pilote de l'armée de l'air koweïtienne a abattu ces 3 F-15, le commandement central, le CENTCOM américain, avait bien mentionné des avions iraniens attaquant le Koweït. Beaucoup d'entre nous l'avaient remarqué à l'époque. Et maintenant, on a la confirmation. C'était bien un F-5 iranien, un appareil qui remonte aux années 60. Un avion à très petit budget, très basique, petit, très maniable. Mais ça ne devrait rien représenter face au Koweït. Nos avions, eux, ça devrait rien être face à un F. Enfin, les F-15, les F-22 ne devraient jamais laisser un truc pareil sortir d'Iran, non? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en plus, l'idée que cet engin n'ait pas été abattu par les défenses américaines ou koweïtiennes, mais qu'on ait fini par l'abattre nous-mêmes, enfin, je trouve que c'est une histoire incroyable, non? Ça résume parfaitement toute cette situation, tout ce bazar. L'arrogance des Américains, cette idée que tout l'argent qu'on a mis dans la technologie, dans nos immenses bases, dans nos super porte-avions, tout ça, et là, vous avez un F-5 iranien qui passe à travers tout ça et qui bombarde. Enfin, je me souviens plus exactement ce que vous disiez qu'il avait bombardé, mais oui, il a réussi à pénétrer cet espace aérien. Mais vous savez, l'idée c'est que, oui, c'est une belle petite histoire, mais la vraie histoire, c'est celle des drones et des missiles. Et au fond, l'histoire encore plus importante, c'est la capacité de l'Iran à continuer de fabriquer ces drones et ces missiles. Si on revient en arrière et qu'on regarde les taux de dépenses, le nombre de drones et de missiles que les Iraniens tiraient chaque jour pendant environ 6 semaines, en mettant de côté le premier ou le deuxième jour de la guerre, quand ils ont eu cette grosse poussée initiale, cette dépense massive au tout début, avec sans doute beaucoup de leurres, eh bien on voit que les Iraniens tiraient en moyenne entre 100 et 125 drones et missiles par jour. En gros, autour de 100 à 115 drones par jour, et entre 5 et 15 missiles balistiques par jour. Et puis, on compare ça à ce qu'on peut estimer être leur capacité de production. Franchement, je ne pense pas qu'ils puissent fabriquer entre 5 et 15 missiles balistiques par jour, mais ils peuvent clairement en produire bien plus que ça.
Ce volume-là, ils peuvent l'atteindre en une semaine. Alors, combien peuvent-ils en fabriquer en un mois? Ils peuvent tenir ce rythme, surtout si leur stock actuel représente environ 70% de ce qu'ils avaient au début de la guerre. Et de toute façon, tous ces chiffres restent très approximatifs, parce qu'il n'y a aucun moyen pour les Américains de connaître les vrais nombres. Donc, ce qu'on a là, c'est probablement une estimation optimiste, même du côté américain. Je pense que le chiffre qu'on a donné, c'est que les Iraniens seraient tombés à 70% de leur flotte de missiles. Moi, je dirais plutôt autour de 80-85%. Et sur tous ces missiles que les Iraniens ont utilisés, combien ont vraiment été détruits par les Américains et les Israéliens? Probablement très peu. En réalité, on regarde surtout combien ils en ont tiré. Donc, on peut faire des calculs simples, sur papier. Si on estime combien de missiles ils peuvent produire par mois, disons plusieurs dizaines, alors on peut en déduire qu'en 2 mois, ils en ont tiré et perdu environ 30%. Je veux dire, on peut maintenant assez bien prévoir tout ça. Ils peuvent maintenir ces attaques de missiles jusqu'à l'automne. Les drones, c'est une toute autre histoire, parce qu'il faut bien admettre que les Iraniens sont capables d'en produire au moins une centaine par jour. Il faut partir de ce principe. En réalité, ils peuvent sans doute en fabriquer encore plus. Les chiffres qui parlent de 40%, à mon avis, c'est plutôt optimiste du côté américain. Mais on peut aussi constater qu'ils ont déjà tiré un sacré nombre de drones. Donc si on regarde ça et qu'on se dit, bon, si le plan de bataille iranien, c'est d'envoyer 100 drones par jour pour user et affaiblir en continu les défenses américaines, israéliennes et arabes, eh bien les Iraniens peuvent effectivement produire 100 drones par jour, au minimum. Autrement dit, ils peuvent continuer comme ça indéfiniment. Et puis si on compare ça, tu vois, les Américains ont produit l'an dernier 96 missiles THAAD. Ils ont fabriqué, je crois, environ 600 missiles Patriot sur la même période. Et pourtant, on entend partout les industriels de l'armement affirmer qu'ils ont quadruplé leur cadence de production. On verra bien ça dans 4 ans, si on le voit un jour. Donc quand on fait le calcul, vraiment sur le papier, on se rend compte que si les Iraniens continuent à tirer leurs missiles au même rythme que ces 2 derniers mois, encore pendant 6 mois, et qu'ils maintiennent l'usage des drones sans limite, on arrive à un moment, disons vers l'été, où les systèmes de défense aérienne américains, israéliens et arabes n'auront plus de missiles. Exactement. C'est pas un calcul très compliqué à faire. Et je pense que c'est ça qu'on devrait tous voir clairement, cette réalité-là. Une autre chose aussi que je veux juste souligner, puisqu'on parle des munitions en ce moment. Si les gens vont voir, et je les encourage vraiment à le faire, comment les actions des entreprises d'armement américaines se sont comportées ces 2 derniers mois, eh bien, c'est pas brillant. Normalement, dans une situation comme celle-là, ça devrait être une aubaine, non? D'habitude, dans une guerre de ce genre, Lockheed, Raytheon, Boeing, ils devraient, comme on dit chez les marines, rouler sur l'or. Franchement, ça devrait être une aubaine pour eux. Et pourtant, quand on regarde, leurs actions ont baissé ces 2 derniers mois. La raison pour laquelle les actions des entreprises d'armement américaines sont en baisse, c'est que le monde observe leurs mauvais résultats, leurs contre-performances, leur incapacité à fournir des armes qui fonctionnent vraiment, qui font ce qu'elles sont censées faire, et surtout à les livrer à temps pour que les armées puissent réellement les utiliser. C'est pour ça, entre autres, qu'on voit ces actions d'entreprises d'armement chuter. En fait, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'on avait enfin le chiffre officiel sur ce qu'ils dépensent pour cette guerre, l'opération Epic Fury. Voilà ce qu'ils ont déclaré.
À ce jour, nous dépensons environ 25 milliards de dollars pour l'opération Epic Fury. La majeure partie de cette somme concerne les munitions. Une partie, évidemment, couvre les opérations, la maintenance et le remplacement du matériel. Nous préparerons un budget supplémentaire via la Maison-Blanche qui sera soumis au Congrès une fois que nous aurons une évaluation complète du coût du conflit. Donc vous dites que le coût total à ce stade est de 25 milliards de dollars? Oui, c'est notre estimation du coût. Est-ce que ce coût concerne uniquement les États-Unis ou bien c'est un effort conjoint avec Israël? Et puis, à quel point est-ce sincère, la façon dont il en parle? Je suis sûr que c'est honnête, parce qu'ils remettent un rapport au Congrès. Et c'est honnête, mais avec toutes sortes de réserves, d'astérisques et de nombreuses estimations. Je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment savoir pour l'instant. Les coûts, à mon avis, correspondent à leur estimation la plus basse. Et si on pouvait consulter leurs documents, on verrait aussi des estimations hautes, ainsi qu'une sorte de moyenne. Et ça, c'est simplement à cause de la manière dont la guerre fonctionne, à cause de ce qu'on a vu au cours des 25 dernières années en matière de conflit. Je pense que des gens comme Linda Bilmes à Harvard, Stephen Semler du Center for International Policy, Bill Hartung de l'Institut Quincy ou encore ceux de l'Institute for Policy Studies et du National Priorities Project. Tous ces chercheurs qui suivent ces questions, comme aussi le projet Costs of War de l'Université Brown, tous disent la même chose. Ça coûte environ 2 milliards de dollars par jour. Et que cette guerre, en réalité, si on fait le vrai calcul, c'est plutôt 60 milliards à ce stade, pas 25. Mais on a tous l'habitude avec le Pentagone. Je ne veux pas dire qu'ils mentent, parce que je suis sûr qu'ils ont les documents pour prouver que quelque part, dans une note de bas de page, on peut trouver le vrai chiffre. Mais non, en fait, je devrais dire qu'ils mentent. Parce qu'il monte là-haut, il fait sa déclaration, et ils savent très bien que c'est une estimation au plus bas. Et on verra si c'est vrai quand le budget supplémentaire arrivera, Nima. Donc, si ce budget arrive et qu'il demande 200 milliards de dollars, eh bien là, on saura que les 25 milliards, c'était vraiment bien moins que ça. L'une des choses qu'ils font, et c'est quelque chose dont Linda Bilmes à Harvard parle tout le temps, c'est qu'ils donnent le coût pour remplacer les F-15 qu'ils ont perdus. D'accord? Ils ont perdu 4 F-15. Et ils indiquent le coût de remplacement en dollars de l'époque où ils avaient acheté ces avions à l'origine. Tu vois? Oui. Enfin, pour le remplacement, je ne sais pas, certains étaient peut-être des F-15E. Je ne crois pas que c'était des modèles EX. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils fabriquent encore des F-15E aujourd'hui. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais, vous savez, ils utilisent le coût d'un F-15 acheté en 1999 ou d'un F-15E de 1998. Et ce coût-là, c'était peut-être 65 millions de dollars. En réalité, ils ne remplacent plus les F-15 par des F-15, ni les F-15E par des F-15E. Ils les remplaceraient par un F-35. Et si on se fie à la propagande, le F-35 coûterait 100 millions de dollars. Mais si on regarde ce que dit le GAO, le Bureau général de la comptabilité, le vrai coût d'un F-35, c'est plutôt autour de 200 millions de dollars l'unité. Enfin, je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais la tromperie, la duplicité qu'il y a là-dedans, c'est vraiment sidérant. Prenons un seul exemple. Si vous allez voir les rapports du Pentagone sur le programme du F-35 et sur ses coûts, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les F-35 sont affichés en dollars constants de 2013. Autrement dit, le F-35 est entré en service opérationnel cette année-là.
Au lieu d'ajuster le coût du programme à l'inflation, comme le ferait n'importe quelle organisation normale, honnête et compétente, le Pentagone continue de présenter à son Congrès des chiffres basés sur la valeur de 2013. Ce qui est complètement absurde, parce qu'on ne parle pas d'argent réel. On parle de ce que le programme coûtait il y a 12 ans. L'idée, en fait, c'est que si maintenant ça coûte, disons. Et d'ailleurs, le Pentagone fait aussi autre chose. Il ne prend pas en compte les coûts de recherche et développement pour ces avions, ce qui ajoute des centaines de milliards de dollars. C'est pour ça qu'on annonce un coût de 100 millions de dollars. Mais comme le souligne le GAO, quand on inclut la recherche et le développement, on arrive à des F-35 qui approchent les 200 millions. Quand on regarde le programme dans son ensemble, on parle d'environ 1000 F-35 pour 2000 milliards de dollars. C'est à peu près ça. Et c'est la même chose avec le programme du bombardier B-21 dont on parle ici. Ils veulent en acheter une centaine. Si on regarde ce qui est dit publiquement à ce sujet, on entend « D'accord, le prix sera de 100 millions de dollars par avion. » Mais quand on regarde le coût réel du programme, on parle d'un budget de 200 milliards. Et là, on en achète 100. Donc ces avions reviennent à 2 milliards pièces, non? Ou quel que soit le chiffre exact. Peut-être qu'ils disent plutôt un demi-milliard chacun, peu importe. Mais enfin, on voit bien cette duplicité partout. Alors, quand le contrôleur par intérim parle du coût d'une guerre entièrement bâtie sur des mensonges, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disent autre chose. Et oui, ce chiffre de 25 milliards, ça me rappelle ce que l'administration Bush disait en 2002, que la guerre en Irak allait coûter. Matt, il y a des informations selon lesquelles Lockheed Martin serait en train de développer un nouveau système de défense aérienne contre les drones. Et quand on regarde, je ne me souviens plus du budget exact pour produire ces défenses aériennes, mais c'est une fortune vraiment pour fabriquer ça. Et quand on voit le coût des intercepteurs et tout ce qu'ils utilisent, on se demande si ça vaut vraiment le coup juste pour abattre un de ces drones américains, qui coûte plus cher que 2 F-35. Aucun des drones utilisés par l'Iran. Enfin, je ne comprends pas la logique derrière la production de ce genre d'armes. Ça n'a pas de sens. On dirait qu'ils veulent produire quelque chose juste pour frapper le type de drone qu'ils possèdent eux-mêmes, pas celui de l'ennemi. Eh bien, oui, bien sûr. On pourrait faire toute une émission, Nima, rien que sur les marchés publics et les tests. J'en ai un peu fait à mon époque, tu sais, pendant la guerre en Irak. J'étais responsable au sein de la Joint IUD Defeat Organization. J'étais l'un des chefs d'équipe et c'était en 2008, l'équipe chargée de trouver des technologies capables de repérer les kamikazes. Donc la question c'était, qu'est-ce qu'on a, là dehors, qu'on peut utiliser pour voir une bombe cachée sous la chemise de quelqu'un? Et tu sais, tout ce que j'ai appris sur les programmes d'acquisition, sur l'industrie, la technologie, les tests, tout ça, eh bien, comme on peut l'imaginer, parce qu'on a tous vu les résultats de ces guerres, c'était aussi corrompu qu'on pouvait s'y attendre. Mais je me souviens toujours de ça. On a testé, je crois, une vingtaine, peut-être 25 dispositifs différents pour voir si on pouvait trouver quelque chose qui vraiment permettrait de détecter une bombe sous la chemise de quelqu'un. Alors, je suis allé là-bas, tu vois, on avait tous ces tests et tous les fournisseurs venaient avec leur matériel. On les faisait passer par tout le processus, on testait tout et à la fin, on s'est rendu compte que sur une vingtaine, peut-être 25 ou 30 systèmes proposés, seuls 2 étaient capables de repérer un dispositif caché sous les vêtements de quelqu'un. Et pourtant, c'était un dispositif assez simple, assez basique. Si la personne le portait dans le dos, ou si elle essayait de le dissimuler d'une manière ou d'une autre, ou s'il y avait plusieurs assaillants, des leurs, peu importe, il y avait évidemment des moyens de contourner ça.
mais juste pour détecter une bombe avec du métal caché sous une chemise. Eh bien, il n'y avait que 2 systèmes qui fonctionnaient. L'un d'eux, c'était les grandes machines de détection, celles qu'on traverse dans les aéroports, tu vois? Alors, ces appareils d'imagerie, eux, fonctionnent très bien, mais ils doivent être dans un environnement à température contrôlée. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de la poussière à l'intérieur. Donc forcément, ils ne sont pas adaptés à nos besoins. L'autre option, en revanche, c'était simplement le détecteur de métaux à $3000, celui qu'on trouve partout dans le monde. Le portique de détection que vous voyez dans les tribunaux, dans les stades ou ailleurs. Eh bien, c'est celui-là qui a le mieux fonctionné en 2008, parmi toutes les technologies que le gouvernement américain avait pu réunir pour repérer les kamikazes. Et il coûtait $3000. Quand je suis allé faire mon compte-rendu à notre directeur adjoint et que je lui ai dit le prix, il m'a interrompu. Et le docteur Casey, c'était son nom, un type formidable, m'a dit « Tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. » Il n'y a aucune chance que vous arriviez ici dans ce programme avec les milliards de dollars que nous avons en liquidité, avec tous les documents rassemblés, toute l'industrie mobilisée, tous les fournisseurs réunis, et que vous disiez vouloir acheter quelque chose à $3000 l'unité. Personne ne vous laissera faire ça. C'est beaucoup trop bas. Ce n'est pas comme ça que le système fonctionne, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien ça, l'idée. Le complexe militaro-industriel américain n'est pas conçu pour fournir du matériel, des armes ou des munitions dans l'intérêt des soldats ou pour servir les intérêts des États-Unis. Il est conçu pour générer des profits pour ces entreprises. Voilà. Alors il a posé cette question. Pourquoi seriez-vous prêt à dépenser autant d'argent pour des systèmes anti-drones destinés à détruire des drones qui coûtent une fraction de ce prix? Eh bien, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est ça, le système. C'est ça le but du complexe militaro-industriel. Voilà. Je veux dire, cette idée que on vient de voir l'Iran détruire 13 bases américaines au Moyen-Orient, défendues par des milliards de dollars de technologie, non? Que ce soit les radars, les avions de chasse, les systèmes de missiles, les systèmes de communication et tout le reste, avec des drones qui, soi-disant, coûtent $20,000. Et j'ai vu pas mal d'estimations qui disent, enfin pas tant que ça, mais certaines, que ces drones coûteraient plutôt $2 ou $3,000. Et là, on se dit, regardez ce déséquilibre, non? C'est encore un exemple de plus qui montre que cette guerre, c'est une guerre du XXe siècle face à une guerre du XXIe siècle. Les Américains essayent de préserver le passé, de maintenir leur ordre impérial, leur siècle américain face à ce nouveau monde multipolaire. Et quand on regarde ça de plus près, quand on en démonte les éléments, on le voit bien. On voit les Américains utiliser des méthodes, des tactiques, du matériel qui sont dépassés, qui appartiennent au passé. Voilà. Alors maintenant, on a ces drones à $20,000 ou $5,000, peu importe leur prix, qu'on peut produire en masse du jour au lendemain et qui détruisent des systèmes radars à $1 milliard, construits en 4 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on voit les porte-avions de la marine, qui coûtent aujourd'hui 15 milliards chacun, incapables de s'approcher à moins de 1000 km des côtes iraniennes. Parce que les Iraniens peuvent produire en série, chez eux, des missiles anti-navires. Ils n'ont besoin de l'aide de personne pour ça. Et ces porte-avions à 15 milliards n'ont aucune défense contre ces missiles, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est un autre sujet. On pourrait faire toute une émission là-dessus. Regardez simplement la guerre et comparez le XXe siècle au XXIe. Ce qui frappe, c'est que les Américains, et je pense que c'est pertinent ici, ça fait partie, disons, du cycle de vie des empires, ne comprennent tout simplement pas. Ils sont tellement imprégnés de leur propre sentiment de droit, de leur propre arrogance,
qui n'ont aucune conscience de ce qu'est réellement le monde, de ce à quoi ils ressemblent vraiment, ni de ce qu'un adversaire est capable d'accomplir. Parce que dans la vision américaine du monde, personne ne peut leur tenir tête. Je l'ai vu tout le temps en Irak et en Afghanistan. Ces gens ne peuvent pas nous vaincre. C'est impossible. Et c'est exactement cette attitude qu'on retrouve aujourd'hui à Washington. Ces gens ne peuvent pas nous vaincre. Matt, aujourd'hui, l'un des représentants a demandé à Pete Hegseth, tu sais, il a dit que la situation des États-Unis était un bourbier. Et ça a vraiment choqué Pete Hegseth. Il a répondu, comment osez-vous dire ça? Parce que selon lui, s'il y a eu un bourbier, c'était en Irak, en Afghanistan. J'y étais, a-t-il dit. Ça, c'était un bourbier. Mais ce qui se passe avec l'Iran, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand on y regarde de plus près, Matt, la dernière proposition iranienne, je dirais qu'elle repose en gros sur 3 étapes de négociation. La première, ce serait de mettre fin définitivement au conflit, à la guerre, pas seulement entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi entre Israël et le Liban. Ça, c'est la première étape. La deuxième concerne le détroit d'Ormuz. Et la troisième, ce sont les négociations qu'ils avaient entamées avant le début de cette guerre, à propos du programme nucléaire iranien. Je ne vois pas la première étape se produire de sitôt, ni même peut-être jamais. C'est impossible que ça arrive. Donc ils n'iront pas jusqu'au programme nucléaire, ni jusqu'au détroit d'Ormuz. C'est bien ça. C'est pour ça que je pense que ce cessez-le-feu sans limite, ce conflit gelé, c'est probablement comme ça que les choses vont se passer. Le statu quo continue. Je suis d'accord avec Pete Hegseth. Je ne qualifierais pas cette guerre de bourbier, parce qu'un bourbier, c'est quelque chose dans lequel on est coincé. Je la décrirais plutôt comme des sables mouvants, vous voyez, quelque chose dans lequel on s'enfonce, mais dont on peut encore sortir si on s'y prend intelligemment. Et c'est exactement la situation des Américains ici. Je veux dire, quand je lis ce qui vient des marchés de l'énergie, des compagnies maritimes, des analystes financiers, tout le monde va dans le même sens. Ils sont tous sur la même ligne. En gros, ils disent, écoutez, si tout ça s'arrête maintenant, on a encore plusieurs mois difficiles devant nous, mais rien dont on ne puisse se remettre. En revanche, si ça continue, même sous sa forme actuelle, ce sera catastrophique. On va entrer en récession, et partout dans le monde, on devra faire face à une forte inflation. Et si ça repart vers la guerre, si les Iraniens font ce qu'ils disent, du genre, pour chaque réservoir de pétrole qu'on nous détruit, on en fera exploser 4 chez eux. Si ça arrive, ou même si c'est juste à égalité, là on ne parle plus de récession, on parle carrément de dépression. Et c'est aussi clairement mon opinion. Tu sais, cette possibilité de se retirer maintenant, elle existe. Donald Trump a la capacité de déclarer la victoire et de rentrer chez lui. Il en a les moyens. Maintenant, est-ce que les Israéliens accepteraient ça? Et est-ce que pour eux, le Liban, dans l'état où il est, leur suffit? C'est une autre question. Et on a vu en Israël, Yair Lapid et Naftali Bennett s'allier pour défier Netanyahou aux élections qui pourraient avoir lieu dès le mois de juin. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais elles doivent se tenir, je crois, d'ici octobre. Donc quand on regarde ce qu'ils disent, évidemment, ils affirment que Netanyahou est corrompu et qu'il devrait être en prison, ce qui est vrai. Mais ce sur quoi ils insistent vraiment, parmi d'autres choses, c'est cette idée que le cessez-le-feu au Liban est une catastrophe. Alors ce n'est pas un vrai cessez-le-feu, on le sait tous, et ce n'est pas non plus le genre de cessez-le-feu auquel on s'attendait. Mais cette pression politique sur Netanyahou pour qu'il poursuive la guerre au Liban, ajoutée aux critiques qu'il va subir parce qu'il n'a pas rempli sa mission, qu'il n'a pas mené le changement de régime en Iran qu'il avait promis à tout le monde. Ça, c'est un vrai problème politique pour Netanyahou. Donc je pense que, là,
où Trump peut s'en sortir en disant « On a gagné, non? On les a secoués. On a remis les Iraniens à leur place. » Personne ne s'est jamais opposé aux Iraniens comme moi je l'ai fait. On a éliminé toute leur direction. Ronald Reagan n'a jamais rien fait d'aussi fort. On peut très bien imaginer Trump dire ça et être à l'aise avec cette idée, non? Mais avec les Israéliens, est-ce que Netanyahou a cette même capacité, surtout avec les élections qui approchent? Je pense que Netanyahou et son entourage croyaient vraiment que cette guerre allait être une réussite pour eux, à plusieurs niveaux. L'un d'eux, c'était notamment l'extension du conflit au Liban, très populaire en Israël, et qui devait, selon eux, jouer en leur faveur pendant la campagne. Et maintenant, ils se retrouvent avec ce problème. Les Américains n'ont peut-être plus envie de poursuivre cette guerre. Et maintenant, il est politiquement vulnérable, parce que ses opposants disent que c'est une guerre qui s'est terminée trop tôt ou que les Israéliens ne l'ont pas vraiment gagnée. Donc, je pense que les Israéliens peuvent jouer ici un rôle de perturbateur dans ce processus où le cessez-le-feu indéfini risque de devenir en fait la situation normale. Mais tu as raison sur ce point, celui d'une fin permanente. Même si on obtenait ça, même si on arrivait à un accord maintenant, que se passerait-il dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Quand il redeviendra politiquement opportun pour les dirigeants israéliens ou américains de relancer la guerre. Enfin, bon, laissons ça là pour l'instant, parce qu'on pourrait aussi parler de ce que traversent les États arabes et de tout le reste. Mais oui. Je pense que Netanyahou, ce à quoi il fait face en Israël, c'est énorme. De très grandes difficultés économiques en ce moment, vraiment énormes. J'ai vu beaucoup de rapports venant d'Israël, et l'ancien chef du Mossad a dit que Netanyahou échouait sur tous les objectifs qu'il s'était fixés. Le changement de régime en Iran n'a pas fonctionné. Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle des Iraniens. Le programme nucléaire, il n'y a aucune vision claire de ce que sera l'avenir du programme nucléaire iranien. Ce sont des points essentiels pour Benjamin Netanyahou et son gouvernement aujourd'hui. Exact. Et comment ça va se passer, Matt? Tu as parlé du cas des pays du Golfe. Si tu veux dire un mot sur Israël, tu peux le faire, mais tu peux aussi l'intégrer à ta réponse sur ma question concernant les pays du Golfe et la situation dans laquelle ils se trouvent. On a, en gros, 2 pays dans ces États arabes, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. En réalité, ils se livrent une sorte de guerre. Personne n'en parle, mais ils s'affrontent. Pas seulement au Yémen, mais aussi au Soudan. Et maintenant, il y a cette question des Émirats qui veulent quitter l'OPEP+. Exactement. Alors, comment voyez-vous la situation? Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une question d'Iran ou d'une attaque de l'Iran. C'est plutôt une affaire de divergence entre eux. Oui. Il y a aussi la situation très précaire de pays comme le Qatar, le Koweït ou l'Irak, qui ont pratiquement arrêté toute leur production de pétrole et de gaz et qui ont très peu de routes commerciales à leur disposition. Contrairement aux Iraniens, qui, comme on l'a sans doute vu, font décharger leurs navires par les Pakistanais à destination de Karachi, puis tout est chargé sur des camions et renvoyé en Iran. Est-ce que c'est lourd à gérer? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce que c'est cher? Oui. Mais est-ce que c'est faisable? Tout à fait. Est-ce que c'était quelque chose qu'on aurait dû prévoir, qu'on aurait dû comprendre comme une conséquence probable? Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, vous savez, dans l'ensemble, les Koweïtiens, les Qataris, les Bahreïnis, les Émiratis aussi, dans une certaine mesure, n'ont pas ces ressources-là. Et on a vu les Émiratis la semaine dernière venir aux États-Unis en disant « Hey, on a besoin d'un échange de devises ». En gros, ils arrivent avec un document, une sorte de facture,
disant « c'est votre guerre, voilà ce que ça nous coûte, on a besoin d'un renflouement », en gros, comme celui que vous avez fait pour votre ami Milei en Argentine l'an dernier. Vous devez faire la même chose pour nous, non? Donc on voit bien les effets que ça a sur ces pays. Et on peut imaginer ceux que ça va continuer d'avoir. Et maintenant, ces pays se retrouvent dans une situation où, en gros, les Américains les utilisent pour jouer à un jeu dangereux avec les Iraniens. On parie que les Iraniens vont s'effondrer avant les monarchies du Koweït, du Qatar ou de Bahreïn, n'est-ce pas? Donc, il y a cette tension qui s'est installée au sein du CCG, où bien sûr ces monarques doivent en grande partie leur trône aux Américains depuis environ 8 décennies. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que, finalement, c'était un pacte avec le diable. Un peu comme un accord passé avec le type ivre du bar du coin. Ce gars-là n'allait jamais tenir parole. Il n'allait jamais payer sa part. Alors, pourquoi ai-je jamais cru que je pouvais compter sur lui? Donc, on avait l'Amérique censée être la garante de ces pays, pas seulement de leur sécurité, mais aussi de leurs économies, en veillant à ce qu'une situation pareille ne se produise jamais. Les Américains étaient supposés ne jamais permettre que quelque chose comme ça arrive, la mise à l'arrêt de ces économies, comme on le voit aujourd'hui. Et pourtant, on en est là. Maintenant, les Américains rejouent au bras de fer avec les Iraniens, en les utilisant comme tampons. Donc, ces États n'étaient pas seulement des tampons militaires, mais aussi des tampons économiques, non? Parce que ces pays vont s'effondrer bien avant que l'économie américaine ne soit touchée aussi durement qu'il le faudrait pour que les Américains ressentent vraiment la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on est sur place, il faut se demander, est-ce vraiment la bonne voie à suivre? Ensuite, il faut ajouter à tout ça que ces pays ne s'aiment pas, hein? Alors l'idée de dire, bon, pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pour créer leur propre club, en gros, et coopérer, ça ne marchera pas. Ils ne le feront tout simplement pas. Et puis, il y a l'hostilité, la guerre, comme tu l'as justement dit, Nima, entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, à travers leurs différentes guerres par procuration. Et il faut aussi se rappeler qu'en 2021, on pensait encore que ces pays pourraient attaquer le Qatar. À l'époque, il y avait clairement un blocus. Les gens s'en souviennent. Donc si on regarde un pays comme Bahreïn ou l'Arabie saoudite, et qui a aidé dans ce blocus du Qatar. And so he said Qatar. Exactement. Donc tu vois, genre, ok, waouh, là on se dit, qu'est-ce qui va vraiment sortir de tout ça une fois que la poussière sera retombée? À quoi ça va ressembler? Et ensuite, on peut emmener ça en Europe, non? Et puis tu vois, je sais pas, c'était Pete Hegseth ou quelqu'un d'autre qui disait qu'on allait expulser l'Espagne de l'OTAN. Enfin bref. Et puis aussi le rapport de stress publié aujourd'hui. L'Union européenne a dit que cette guerre coûte à l'Europe un demi-milliard de dollars par jour. Et c'est probablement une sous-estimation, non? Mais ensuite, tu regardes le Japon, tu regardes la Corée du Sud. En Corée du Sud, ils distribuent 70% de la population reçoit en ce moment des cartes de paiement du gouvernement sud-coréen pour compenser l'inflation massive de ces dernières semaines. Les Sud-Coréens le font déjà. Ils sont obligés de payer leurs employés en liquide pour éviter qu'ils se révoltent, j'imagine. Oui. Enfin, la pression que ça met sur le monde, c'est énorme. Pas seulement la pression économique, mais aussi la pression politique sur l'Empire américain. Et tout le monde dit que c'est pas leur faute. Les seuls qui affirment que c'est la faute des Iraniens, ce sont des cinglés comme Khaled Khaled. Mais même quelqu'un comme Friedrich Merz commence à se retourner contre les Américains. Friedrich Merz, qui l'an dernier était tellement content, il célébrait le fait que les Israéliens faisaient le sale boulot à leur place contre les Iraniens. Et il y a à peine 2 mois, Merz était le plus grand supporter de cette guerre en Europe. Et maintenant, il dit que les choses ne se passent pas bien, que les
Américains sont en train de perdre la face. Je veux dire, si vous perdez Merz, vous voyez, il faut regarder ça en pensant aux conséquences. Et les Iraniens le savent. Je pense qu'ils ont fait ce calcul. Ils estiment en avoir fait assez, avoir obtenu ce qu'ils voulaient, et qu'ils n'ont pas besoin de pousser la guerre plus loin. Il y a quelques semaines, j'aurais dit qu'ils allaient continuer à la faire avancer, mais maintenant, je pense qu'ils ont raison dans leur évaluation. Avec un cessez-le-feu indéfini, on peut en parler, on peut évoquer le blocus, à quel point il est perméable, combien de navires iraniens arrivent réellement à passer, le fait que les Iraniens vont recommencer à importer des marchandises par voie terrestre. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le plus efficace, c'est plus cher, mais ça permettra au pays de survivre. Vous voyez, tout comme leur péage, la prime qu'ils touchent sur leur pétrole. Il y avait une histoire aujourd'hui qui disait que, soi-disant, les Iraniens avaient été vraiment paralysés depuis le début du blocus. Franchement, je trouve leur méthode de calcul un peu douteuse, parce que selon moi, il y a pas mal de navires iraniens qui ne sont plus comptabilisés dans la façon dont le Wall Street Journal a présenté cette étude, ou plutôt l'agence qui l'a faite pour eux. Mais même avec ça, on voit bien que depuis le début du blocus, Nears anything in a Sutemwitsky. D'accord, c'est réduit de moitié, pas fermé. Ça s'est produit chez les alliés des États-Unis, au Koweït, au Qatar, en Irak, et je crois aussi à Bahreïn. Et je pense que les Émiratis ont chuté d'au moins 50%, peut-être plus, non? Et les Saoudiens, eux, ont baissé d'un tiers, je crois. Donc oui, les Iraniens s'en sortent moins bien que les Saoudiens, mais pas aussi mal que les autres. En quoi est-ce une victoire? Et encore une fois, si on regarde ce rôle de tampon économique qu'on fait jouer à ces États, alors oui, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qui en sort au final? Et puis, si on ajoute ce que vous disiez sur la tension actuelle, les Émirats quittent l'OPEP, ils veulent produire autant qu'ils le souhaitent. Mais en même temps, ils ont leur propre vision. Et l'un des éléments qu'on a vu, c'est cette alliance entre les Émirats et Israël. Et puis la semaine dernière, on a vu ces histoires sur les Israéliens qui envoyaient des systèmes Iron Dome. Et qu'est-ce que les Émiratis ont dit à ce sujet? Les Israéliens, eh bien, je vais devoir reformuler, parce que je ne me souviens plus exactement des mots, mais en gros, les Émiratis disaient que les Israéliens étaient les amis sur qui ils pouvaient vraiment compter, contrairement, vous savez, à leurs voisins arabes. Matt, je pense que si on regarde l'attitude de l'administration Trump et la façon dont les partenaires, les alliés ou les amis des États-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud, les pays du Golfe, même les Européens, perçoivent aujourd'hui les États-Unis, c'est complètement différent de ce que c'était avant le début de cette guerre, franchement. Parce qu'ils voient bien que même dans le cas du blocus, les États-Unis sont prêts à tout sacrifier pour conclure un accord qui était déjà sur la table avant que la guerre ne commence. C'est incroyable, vraiment. Si tu l'écris ou si tu en fais une animation, ça paraîtra complètement absurde. En ce moment, les difficultés que traversent le Japon et la Corée du Sud sont vraiment très graves pour ces pays. Ils en sont à supplier l'Iran de laisser passer un de ses pétroliers par le détroit d'Ormuz. Littéralement, ils le supplient. Et ça montre à quel point la situation est désespérée, par exemple au Japon. Et je pense qu'à long terme, ils voient les États-Unis d'une autre manière. Ils se demandent, qui sont les États-Unis pour nous? Qui sont-ils vraiment? Quel est l'intérêt principal d'entretenir une sorte d'amitié avec eux? Et l'administration Trump, le niveau de dégâts qu'elle a causé dans les relations entre les États-Unis et ces pays, je pense qu'à long terme, ce sera dévastateur au fil du temps.
Oui. Je pense que ce qu'on voit en ce moment dans les pays européens et dans les pays du Pacifique, ce n'est pas forcément au niveau des dirigeants eux-mêmes. D'accord? Je ne crois pas que Kishida, au Japon, soit un militariste. Je ne dirais pas qu'il est d'extrême droite. Et je ne pense pas qu'il ait l'intention de se détacher des États-Unis. Et de la même façon, je dirais que dans la plupart des grands partis en Europe, on espère que les démocrates reviendront au pouvoir pour retrouver le même type de relation avec les États-Unis qu'on avait à l'époque d'Obama ou de Biden. Et alors, on participera à leur guerre et tout redeviendra un peu comme au bon vieux temps. Mais même à cette époque, parmi ceux qui n'étaient pas à ce niveau-là, parmi ceux qui voyaient ces guerres comme des erreurs, qui comprenaient que les politiques néolibérales adoptées par les Européens, parce que ça fait partie de l'ordre culturel américain, étaient désastreuses. On savait que ces guerres et ces politiques économiques allaient continuer à ronger la santé sociale, politique et économique de l'Europe. C'est moins visible dans le Pacifique. Mais en Europe, je pense qu'on le voit très clairement. Et donc, en dessous des plus hauts niveaux de direction, en dessous des von der Leyen, des Scholz, même des Merkel, malgré le commentaire qu'il a fait l'autre jour, les Stürmer et les autres, on voit une génération qui comprend qu'il n'y a plus d'espoir pour l'Empire américain. Je pense que c'est ce qu'on voyait avec les générations précédentes, avec des gens de mon âge, des personnes de 50 ans et plus, en Europe comme dans le Pacifique. Cette idée que, les Américains, cette histoire de Trump, c'est juste une aberration, que tout va revenir à la normale, que ce sera comme au bon vieux temps, sans vraiment comprendre à quel point la participation européenne aux guerres américaines ou aux illusions économiques néolibérales des États-Unis a été corrosive, et sans voir non plus tout le sous-investissement que ça a entraîné dans leur propre société. Je pense que c'était juste un vœu pieux, parce que même si c'était Obama, même si c'était Biden, et que ces gens-là étaient plus raffinés, qu'ils disaient les bonnes choses, qu'ils avaient l'air bien sur les photos où vous posiez avec eux, eh bien c'était vos gens, ceux qui vous ressemblaient. Ils avaient une sensibilité européenne, mais leurs politiques ont quand même été incroyablement destructrices. Et je pense que les générations après la mienne, donc les gens de moins de 50 ans, ta génération, comprennent ça. Ils comprennent que Trump peut être une catastrophe totale. Trump peut être le pire. Et je dirais le contraire, parce que Trump n'a pas tué 1 million de personnes, comme George Bush l'a fait. Mais tu vois, cette idée qui n'est qu'un symptôme, une manifestation de l'Empire américain, avec toutes ses failles et tous les problèmes liés à son déclin. Eh bien, je pense que dans les années à venir, on verra peut-être, espérons-le, plus de dirigeants européens prêts à aller plus loin que Pedro Sánchez, tu vois? Qui va adopter cette idée selon laquelle, ici, on doit suivre notre propre voie. Ils auraient dû le faire à la fin de la guerre froide. En 1991, quand le drapeau est descendu au Kremlin, on aurait dû dissoudre l'OTAN. On aurait dû dire « Merci aux Américains, on se réjouit de ce partenariat dans ce nouvel ordre mondial. » Mais ici, en Europe, on fait notre propre chose. Et puis quand le 11 septembre est arrivé, quand les guerres ont commencé, les Européens auraient dû dire « Nous sommes vraiment désolés de voir ça. Vos guerres sont un immense spectacle d'horreur, immoral, et nous n'y prendrons aucune part. » Exactement, et ça continue encore. Et vous savez, peut-être que c'est là qu'on en sera dans, disons, une dizaine d'années avec les Européens. Et je pense que l'hésitation des pays du Pacifique, le Japon et la Corée du Sud, est assez révélatrice. Je mettrais les Australiens du côté des Européens et la Nouvelle-Zélande quelque part entre les deux. Mais pour les Japonais, les Sud-Coréens et d'autres pays de l'ASEAN,
On vient justement d'avoir un article dans le Washington Post, Nima, il y a quelques jours, où le ministre thaïlandais des Affaires étrangères s'est rendu en Chine. Il cherche de l'aide auprès des Chinois parce que les Américains ne vont pas les aider. Les Thaïlandais sont à court de carburant. Ils ont toutes sortes de problèmes d'inflation, toutes sortes de difficultés déjà dans leur économie. Les Américains ne vont pas les aider. Alors, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères est allé en Chine. Et à la fin de cet article du Washington Post, un article très important à mon avis, que les gens devraient lire, tout à la fin, le ministre thaïlandais dit quelque chose que j'ai trouvé très franc pour un ministre des Affaires étrangères. En gros, il dit, je paraphrase, « Écoutez, les Chinois ont leurs problèmes, ils ont leurs objectifs, il faut en être conscient. Mais au moins, on peut comprendre quels sont les intérêts chinois. » Et c'est bien ça, vous savez, avec les Américains, on ne sait pas vraiment quels sont leurs intérêts. On ne peut pas leur faire confiance. Ils ne sont pas prévisibles. Je veux dire, regardez, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, la Thaïlande, qui est pourtant un allié de longue date des États-Unis avec des liens militaires très forts, dit lui-même, on ne peut pas faire confiance aux Américains, non? Donc, je pense que cette idée-là va s'imposer chez les prochaines générations de dirigeants, en Europe comme dans le Pacifique. Et ça aura des conséquences sur l'Empire américain, des conséquences qu'on doit, vous savez, s'attendre à voir arriver. Tu sais, ce qui est incroyable dans cet article que tu viens de mentionner, c'est la réponse des Chinois. Ils ont simplement dit, on ne peut pas vous aider parce qu'on a nous aussi 70 pétroliers qui attendent. Voilà. Eux aussi sont bloqués. Exactement. Nous aussi, on est bloqués. Notre difficulté se tue, ça. Oui. Et c'est tout un autre sujet. Ce qui plane au-dessus de nous, aux États-Unis, c'est cette espèce de psychose autour de la Chine. Je veux dire, il y a tellement de commentateurs, de sénateurs, d'experts de think tank qui, dès qu'ils commencent à parler de l'Iran, finissent toujours par parler de la Chine. Cette obsession, cette fixation sur la Chine, elle ne va pas disparaître. Et quand on regarde la demande de budget du Pentagone, 1,5 billion de dollars, tout ramène encore et toujours à la Chine. Toujours à la Chine. Voilà. On nous dit qu'il faut dépenser des dizaines de milliards de dollars de plus pour acheter des missiles, qu'il faut donner des dizaines de milliards supplémentaires à Lockheed, Raytheon ou Boeing pour qu'ils construisent des usines à cause de la Chine. Voilà. Et maintenant, l'Iran sert de bonne excuse pour ça, parce qu'on a utilisé ces missiles contre l'Iran. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'ils réclament depuis plusieurs années. Et ça, franchement, c'est extrêmement inquiétant pour moi. Et ça devrait l'être tout autant pour la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Je veux dire, regardez, si les États-Unis devaient mener une guerre contre la Chine sur la base de ce conflit, et c'est bien comme ça qu'il faut l'envisager, les États-Unis devraient évacuer Okinawa. Ils ne pourraient probablement pas tenir Guam, et ils pourraient même devoir évacuer Pearl Harbor. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, eux, ils serviraient de zone tampon militaire. Ils deviendraient les cibles des drones et des missiles, comme l'ont été le Koweït, les Émirats, le Qatar, l'Arabie saoudite et les autres États arabes. Et les conséquences économiques seraient du même ordre. C'est pareil pour la Corée du Sud, les Philippines, le Japon et la Thaïlande, non? Et l'Australie n'est pas hors de portée non plus. Donc, si vous êtes en Australie et que vous regardez ça, je me souviens plus exactement, mes missiles chinois, les DF-27 ou peu importe, peuvent atteindre l'Australie, sans parler de leur flotte de surface sous-marine et aérienne, qui peuvent clairement frapper l'Australie. Mais oui, cette idée qu'on va faire la guerre à la Chine. En réalité, on devrait probablement évacuer Pearl Harbor si on affrontait les Chinois. C'est fou.
Mais cette folie existe, cette obsession est bien là. Et je pense qu'on assiste à une vieille histoire impériale qui se rejoue. On est pris dans les courants de l'histoire et on regarde peut-être le déclin inévitable de l'Empire américain se dérouler sous nos yeux, de façon potentiellement catastrophique. Je pense que le point que tu viens de soulever, sur le fait que dès qu'on parle de l'Iran, on en arrive ensuite à la Chine. On a déjà vu ça, rappelle-toi, avec le cas de la Russie. D'ailleurs, ils font exactement la même chose aujourd'hui, avec la Russie comme avec l'Iran. Et la Chine, elle a bien compris tout ça. Ils savent très bien ce qui se passe. Matt, je crois qu'il y a une autre difficulté pour l'administration Trump en ce moment. Même avec la visite du roi britannique aux États-Unis, on a encore essayé de pousser, de convaincre l'administration Trump de s'impliquer davantage en Ukraine. Il demandait littéralement aux États-Unis de s'engager plus en Ukraine. Et maintenant, Donald Trump se retrouve, à mon avis, dans une sorte d'impasse pour son administration. Non, ils n'ont pas mis fin au conflit en Ukraine, n'est-ce pas? Et maintenant, ils ont ce conflit avec l'Iran. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois aucune compétence, aucune capacité dans cette administration à gérer les difficultés auxquelles elle est confrontée. Ils ont peut-être des tactiques, oui, mais personne, en réalité, ne semble reconnaître que la situation actuelle de la politique étrangère des États-Unis est un véritable bourbier. Si les Européens poussent pour une plus grande implication des États-Unis dans la guerre en Ukraine, si les pays du Golfe font face à ce genre de problème, si Israël, au final, n'a atteint aucun des objectifs qu'il s'était fixés avant le début de cette guerre, alors qu'est-ce que cela signifie pour la politique étrangère américaine? D'abord, je n'ai pas encore vu le compte-rendu de l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump aujourd'hui. Oui, ça a duré 2 heures. Exactement. C'était un long appel, non? Mais il n'en est rien sorti. Enfin, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il en sorte quelque chose. Et l'attention des Américains n'est plus tournée vers l'Ukraine. Je recommande vraiment aux gens, si vous n'avez pas vu le film sorti l'an dernier, le film de fiction sur la relation entre Donald Trump et Roy Cohn, qui s'appelle The Apprentice, je vous encourage vivement à le regarder. En voyant ce film, on comprend mieux qui est Donald Trump. Et Donald Trump, c'était un homme qui a eu, je ne me souviens plus combien, mais beaucoup de faillites. Il est content d'échouer et de passer à autre chose. Oui, il sait que les choses finiront par rebondir. Pour lui, tout se joue dans le présent, dans l'instant. Et maintenant, on voit cette nouvelle focalisation à Washington sur Cuba. Et oui, je suis d'accord, Nima. Ils sont incompétents. C'est une kleptocratie. C'est une kakistocratie, non? Les pires personnes de cette société dirigent le gouvernement. Mais regarde ce qu'ils ont réussi à faire, rien que ces 6 ou 7 derniers mois. Ils sont passés de l'Ukraine à Gaza, puis au Liban, au Venezuela, à l'Iran, et maintenant ils se préparent à se tourner vers Cuba. Leur détermination est incroyable. Leur détermination est incroyable, vraiment remarquable. Leur compétence, en revanche, n'est pas au rendez-vous, mais ça ne les dérange pas. Et c'est justement pour ça qu'ils arrivent à avancer sur tout ça, parce qu'ils ont un président prêt à laisser certaines choses derrière lui. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle pour nous, dans le sens où peut-être il finira par se retirer de cette guerre. Vous savez, il a déjà dit à de nombreuses reprises depuis des années que les États-Unis n'avaient rien à faire au Moyen-Orient. Alors peut-être que maintenant, si on veut se prêter au jeu et imaginer une sorte d'échiquier à 5 dimensions, eh bien, est-ce que ce ne serait pas justement la manière pour les États-Unis de sortir du Moyen-Orient? Est-ce que c'est comme ça que les États-Unis se retirent des choses qu'ils ne veulent plus faire, comme l'OTAN? Cette guerre dont on parle comme d'un moment charnière,
le point de départ du XXIe siècle. Est-ce que c'est la guerre qui éloigne les États-Unis du Moyen-Orient, du moins tels qu'ils y étaient au XXe siècle, et de l'Europe aussi, tels qu'ils y étaient au XXe siècle? Est-ce que ça leur permet de s'ancrer ou de se réaffirmer comme une puissance dans l'hémisphère occidental? Et tout ça, finalement, ça correspond à la stratégie de sécurité nationale que les États-Unis ont publiée l'an dernier, celle dont toi et moi avons beaucoup parlé. On a d'ailleurs pas mal de désaccords à ce sujet. Mais la seule chose, tu vois, qu'on ne peut pas contester, c'est qu'au moins c'est une stratégie. Au moins c'est un plan. Au moins il y a une logique derrière, une raison ou un argument qu'on peut défendre. Et donc, je ne crois pas à cette idée d'échec en 5 dimensions. Je porte pas un chapeau en aluminium, hein, pas dans ce cas-là, mais il y a sûrement d'autres choses, bien sûr. Mais enfin, est-ce que c'est ça, du coup, qui fait que les États-Unis ne sont plus vraiment présents au Moyen-Orient? Que l'OTAN suive sa propre voie? Que l'armée de l'OTAN devienne, en fait, l'armée de l'Union européenne? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir? Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Oui, de fortes chances. Oui. Il y a tout juste quelques instants, Matt, on a vu ce tweet du président du Parlement iranien. Parce que Donald Trump a récemment déclaré que si l'Iran n'exportait pas son pétrole, le pétrole allait exploser. Il a répondu, 3 jours se sont écoulés, aucun baril n'a explosé. On pourrait aller jusqu'à 30 jours et diffuser le pétrole en direct d'ici. Et c'est exactement le genre de conseil absurde que l'administration américaine reçoit de gens comme Bolton, qui a aussi défendu la théorie du blocus et fait grimper le prix du pétrole à plus de 120 $. La prochaine étape, ce sera 140. Le problème, ce n'est pas la théorie, c'est l'état d'esprit. Next step going to be 140. The issue isn't the theory, it's the mindset. Je pense qu'il vise juste, qu'il tape vraiment dans le mille. Oui, exactement. Franchement, c'est tout à fait ça. J'aurais pas dû parler pendant 1 heure, hein? J'aurais mieux fait de laisser les gens lire ça pendant 30 secondes, au lieu de m'écouter tourner en rond pendant tout ce temps. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois? Enfin, oui, pour revenir au sujet, imaginons que les Américains aient raison. D'accord? Disons que Kolobov se trompe ici. D'accord? Le problème pour les Arabes, c'est qu'ils ont des semaines et des semaines d'avance sur les Iraniens dans le processus. Et les économies arabes fonctionnent en flux tendu. Ce ne sont pas des pays qui ont subi des sanctions pendant des décennies. Et puis, ils n'ont pas d'autres routes commerciales disponibles. Il n'y a pas de mer Caspienne pour les Koweïtiens ou les Qataris, tu vois? Enfin voilà, tout ça est vraiment impressionnant. C'est juste sidérant à regarder. Franchement, ça me rend malade. Je déteste ça. Je suis écœuré. Mais c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de voir. Ce niveau de... Je sais même pas quel mot utiliser pour décrire ce qu'on voit là. La seule chose qui me donne un peu de réconfort, c'est que Donald Trump n'est pas George W. Bush. Et Donald Trump pourrait changer d'avis. J'espère qu'il le fera. J'espère que c'est ce que Poutine lui a dit aujourd'hui. Et je pense que si Poutine appelle Trump, si Xi appelle Trump, si Sisi appelle Trump, si Al-Thani appelle Trump, si Erdogan appelle Trump, et si Modi appelle Trump, tu vois, s'ils lui disent tout la même chose, peut-être que ça finira par passer. Parce qu'en ce moment, Trump est entouré de conseillers, que ce soit en personne, à la télévision ou dans les pages du Washington Post. Des gens comme Mark Levin, Mark Thiessen ou encore Jack Keane, tu vois? Je veux dire, peut-être que s'il entendait des dictateurs du monde entier, ceux qu'il respecte et qu'il admire, lui dire « Donald, ça tourne vraiment mal. Il faut que tu mettes fin à tout ça. Donald, voilà ce que je ferai à ta place. Je limiterai les dégâts. Je déclarerai la victoire et je rentrerai chez moi. » Si c'est Modi qui lui dit ça, ou Sisi,
Peut-être que c'est ce que Poutine lui a dit aujourd'hui. Vous savez, je pense que ça pourrait avoir un effet. Parce que sinon, on a en ce moment, disons l'exemple parfait du 25e amendement au pouvoir. Et pour ceux qui ne le savent pas, le 25e amendement, c'est la partie de la Constitution américaine qui permet de destituer le président en cas d'incapacité ou d'incompétence. Et voilà, on y est. Pas que la vice-présidente ferait forcément mieux à mon avis. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci, Nima.